Je m'appelle Marguerite. J'ai 83 ans et je dois vous dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. Les gens pour qui vous avez passé votre vie à prendre soin ne seront peut-être pas ceux qui vous soutiendront quand vous serez âgé. J'ai appris cela un mardi matin, il y a 3 ans, debout dans ma cuisine, avec un téléphone pressé contre mon oreille et la voix de ma fille Léa qui disait « Maman, je ne peux vraiment pas là maintenant. Tu peux demander à quelqu'un d'autre ?» Je ne demandais pas grand-chose, juste un trajet vers un rendez-vous médical. Mais dans ce silence, après qu'elle ait dit non, j'ai compris quelque chose que j'évitais depuis des années. Je ne pouvais pas continuer à attendre que mes enfants se manifestent comme je m'étais manifestée pour eux. Cette prise de conscience n'est pas venue avec de la colère. Elle est venue avec quelque chose de plus difficile, la clarté. Parce que la vérité, c'est qu'après 70 ans, le soutien dont vous avez le plus besoin ne vient pas des gens que vous avez élevés ou de la famille que vous avez construite. Il vient d'endroits auxquels la plupart d'entre nous ne pensent jamais, jusqu'à ce que nous soyons désespérés. Je ne suis pas là pour vous dire que votre famille ne vous aime pas. Je suis là pour vous dire que l'amour ne se traduit pas toujours en présence. Et si vous voulez vieillir avec dignité, avec paix, la tête haute, vous devez arrêter d'attendre une aide qui pourrait ne jamais venir et commencer à construire quelque chose de plus solide, quelque chose qui ne déçoit pas. J'ai trouvé 7 choses qui me soutiennent maintenant. 7 sources de force discrètes et puissantes qui ne se fatiguent pas, ne déménagent pas et ne trouvent pas d'excuses. Et je vais vous en parler, pas parce que j'ai tout compris, mais parce que j'ai appris ce qui se passe quand on ne le fait pas. Ça a commencé petit. J'avais 79 ans, vivant seul dans la maison que Richard et moi avions achetée en 1968. Il était parti depuis 6 ans à ce moment-là et la maison était devenue plus silencieuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Pas seul, exactement. Juste en attente. Mes enfants appelaient parfois. Suzanne le dimanche. David quand il s'en souvenait. Léa par rafale, généralement quand elle avait besoin de quelque chose ou se sentait coupable de ne pas avoir appelé plus tôt. Je ne leur en voulais pas. Ils avaient des vies, des emplois, leurs propres enfants. Je me disais que j'allais bien. Et puis je suis tombée. C'était début mars. J'avais tendu le bras vers un saladier sur l'étagère du haut, quelque chose que j'avais fait 1000 fois, et mon pied a glissé sur le tapis de cuisine. Je suis tombée violemment, ma hanche heurtant le coin du comptoir en chemin. Pendant un moment, je suis restée allongée là, sur le linoléum froid, fixant le luminaire du plafond que Richard avait installé il y a 40 ans, pensant « c'est ça ». C'est comme ça que ça commence. Je n'étais pas gravement blessée, meurtrie, secouée, mais ce qui m'a terrifiée n'était pas la chute elle-même. C'était de réaliser que j'avais été sur le sol pendant 20 minutes avant de pouvoir me relever. 20 minutes. Et pendant ce temps, personne n'a appelé. Personne n'a frappé. Personne ne savait même. C'est là que ça m'a frappée. J'étais plus seule que je ne voulais l'admettre. J'ai appelé Léa en premier. Elle a répondu à la 3e sonnerie, distraite. Je pouvais entendre ses enfants crier en arrière-plan, le cliquetis de la vaisselle. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis en plein milieu de... Je suis tombée ce matin, ai-je dit, gardant ma voix stable. Je vais bien, mais je pense que je dois parler de... Peut-être obtenir de l'aide ici. Silence. Pas le genre qui signifie qu'elle réfléchit. Le genre qui signifie qu'elle calcule. Hein? Maman, dit-elle prudemment, on en a déjà parlé. Tu n'as pas besoin d'être dans cette maison toute seule. Il y a des endroits agréables où les gens peuvent. Je ne vais pas aller dans un établissement, Léa. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Sa voix s'est tendue. Je ne peux pas tout laisser tomber chaque fois que tu... Je ne te demandais pas de le faire. Une autre pause. Écoute, je vais appeler David. Peut-être qu'il peut passer ce week-end. Mais maman, tu dois commencer à penser de façon réaliste à tout ça. Tu ne rajeunis pas. Et c'était tout. Pas de tu es sûr que tu vas bien. Pas de laisse-moi venir te voir. Juste de la logistique, juste de l'esquive. J'ai raccroché et me suis assise à la table de cuisine pendant longtemps, fixant le téléphone. Je n'étais pas en colère, pas vraiment.
J'étais juste éveillée. Le lendemain matin, je me suis fait une promesse. Je n'allais pas passer le reste de ma vie à attendre que quelqu'un prenne de mes nouvelles, remarque, se soucie assez pour se manifester. J'allais comprendre ce dont j'avais réellement besoin pour rester debout, et j'allais le construire moi-même. C'est là que la première chose s'est révélée. Pas dans une grande révélation, juste dans une petite action obstinée que j'ai prise le lendemain de la chute. Je me suis levée tôt, j'ai fait mon café et je me suis forcée à faire quelque chose que j'évitais depuis des mois. Je me suis étirée, pas parce que je voulais, parce que j'avais peur de tomber à nouveau. La première chose, votre corps écoute encore. Voyez-vous, la plupart des gens pensent que le corps vous abandonne après 70 ans, qu'il arrête de coopérer, arrête de répondre, arrête de se soucier de ce que vous lui demandez. Ce n'est pas vrai. Votre corps écoute encore. C'est juste que la plupart d'entre nous arrêtons de lui parler. Nous arrêtons de bouger parce que ça fait mal. Nous arrêtons de nous étirer parce que ça semble inutile. Nous arrêtons de demander à nos jambes de nous porter parce que nous avons peur qu'elles disent non. Mais voici ce que j'ai appris. Plus vous bougez, plus votre corps se souvient comment faire. Après cette chute, j'ai commencé petit. Chaque matin, je me tenais dans la cuisine et faisais 5 minutes d'étirement. Rien de sophistiqué. Je me tenais au comptoir et levais une jambe puis l'autre. Je roulais mes épaules, je pliais mes genoux. Au début, tout grinçait. Mes hanches étaient raides, mon dos protestait. Mais après une semaine, quelque chose a changé. Je pouvais atteindre l'étagère du haut sans vaciller. Je pouvais me pencher pour ramasser le courrier sans me préparer. Je pouvais marcher jusqu'à la boîte aux lettres et revenir sans que mes jambes ne semblent près de céder. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas miraculeux, mais c'était à moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'avoir mon mot à dire sur le fonctionnement de mon corps, comme si je ne le descendais pas juste en roue libre attendant le crash. Et ce sentiment, ce sens du contrôle, c'était plus puissant que n'importe quelle assurance que mes enfants auraient pu me donner. Mais ensuite, 2 semaines plus tard, j'ai rencontré un problème que je ne pouvais pas résoudre par des étirements. J'étais à l'épicerie, debout dans la file d'attente, quand j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille à la maison. La caissière était patiente. La femme derrière moi ne l'était pas. « Avez-vous besoin que j'appelle quelqu'un pour vous ?» demanda doucement la caissière, comme si j'étais un enfant qui s'était égaré. J'ai senti mon visage devenir chaud. « Non, ai-je dit. Je reviendrai. » J'ai laissé le chariot là, à moitié rempli de choses dont j'avais besoin, et je suis sortie dans le parking, humiliée. Pas parce que j'avais oublié mon portefeuille, mais parce qu'à ce moment-là, je me sentais vieille, confuse, impuissante. Et le pire, je n'avais personne à appeler. Léa était au travail. David vivait à 2 heures de route. Suzanne aurait aidé, mais elle en aurait aussi fait une histoire qu'elle raconterait au prochain rassemblement familial, riant du « moment senior de maman ». J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, mes mains serrées sur le volant, pensant « c'est comme ça que ça va être maintenant ». Oublier des choses, avoir besoin d'aide, être un fardeau. Mais quand je suis arrivée chez moi, je ne me suis pas effondrée dans l'apitoiement sur moi-même. Je me suis assise à la table de cuisine, j'ai sorti un morceau de papier et j'ai noté tout ce que je devais faire dans une semaine. Courses, factures, rendez-vous, médicaments. Puis j'ai créé un système, une liste sur le réfrigérateur pour les courses, un pilulier que je remplissais chaque dimanche, un calendrier sur le mur où j'écrivais chaque rendez-vous en grosses lettres claires. Il ne s'agissait pas de mieux me souvenir. Il s'agissait de faire confiance à un système pour que je n'aie pas à tout mémoriser. Et c'était la deuxième chose. La deuxième chose, un système simple vaut mieux qu'un esprit vif. Les gens parlent de rester vif comme si c'était une obligation morale. Comme si vous faisiez assez de mots croisés et mangiez assez de myrtilles, votre cerveau resterait à 30 ans pour toujours. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Votre esprit va ralentir. Votre mémoire va flancher. Ce n'est pas un échec, c'est le temps. L'astuce n'est pas de lutter contre.
L'astuce est de construire une vie si simple, si organisée, si prévisible que même vos pires jours, vous pouvez encore fonctionner. J'ai appris ça de mon père, en fait. Il a travaillé dans une usine pendant 40 ans et chaque dimanche soir, il préparait ses vêtements pour la semaine. La chemise du lundi, le pantalon du mardi. Tout repassé est prêt. Je pensais que c'était obsessionnel. Maintenant, je comprends. Il n'essayait pas d'être parfait. Il essayait de survivre au lundi matin quand il était trop fatigué pour penser. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai tout simplifié. Une seule tasse de café, un seul trousseau de clés, un seul endroit pour mes lunettes. Je mettais mes factures dans un panier près de la porte pour les voir chaque fois que je sortais. J'écrivais mes rendez-vous médicaux sur le calendrier dès que je les prenais. J'ai arrêté d'essayer de me souvenir. J'ai commencé à compter sur des systèmes. Et vous savez quoi? Ça a marché. Pas parce que je suis devenue plus intelligente, parce que je suis devenue plus claire. Je n'oubliais pas moins, je m'inquiétais moins. Et ça a fait toute la différence. Mais même avec mon corps qui coopérait et ma vie organisée, il manquait encore quelque chose, une lourdeur que je ne pouvais pas nommer. J'étais assise dans mon salon à 3 heures de l'après-midi, la maison silencieuse, sauf le bourdonnement du réfrigérateur, et je pensais, c'est ça? C'est tout ce qu'il y a maintenant? Je n'étais pas déprimée. J'étais juste à la dérive. Et puis, un après-midi, Sarah a frappé à ma porte. Sarah habite 2 portes plus loin. 41 ans, blonde, toujours pressée, toujours jonglant avec trop de choses. Elle avait sa fille Emma avec elle. 8 ans, grands yeux, calmes de la façon dont certains enfants le sont quand ils font attention à tout. « Madame Marguerite », dit Sarah, essoufflée. « Je sais que c'est à la dernière minute, mais ma gardienne a annulé et j'ai une réunion dans 20 minutes et... »« Tu as besoin que je garde Emma », ai-je terminé. Sarah a semblé soulagée. « Juste pour 1 heure, peut-être 2. Je peux te payer. Ne sois pas ridicule. » Alors Emma est entrée. Elle s'est assise à ma table de cuisine avec un livre de coloriage et j'ai fait du thé pour nous 2. Bon, le sien était surtout du lait et du sucre, mais elle l'appelait du thé. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle coloriait. J'étais assise en face d'elle, pliant des torchons. Et pour la première fois depuis des semaines, la maison ne semblait pas si silencieuse. Quand Sarah est revenue, elle m'a remercié 3 fois et a essayé de me donner 20 €. J'ai refusé d'un geste. Elle n'a causé aucun problème. « Quand même, dit Sarah, si tu as besoin de quoi que ce soit, je te le ferai savoir. Mais voilà la chose, je ne pensais pas que je le ferais. Je n'étais pas le genre de personne qui demandait de l'aide. Sauf que 2 jours plus tard, j'avais besoin d'ouvrir un bocal de cornichons et mes mains juste ne voulaient pas. Je suis restée là dans la cuisine, agrippant ce bocal jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal, pensant à quel point c'était stupide d'être vaincue par un couvercle. Et puis je me suis souvenue de l'offre de Sarah. Alors j'ai marché 2 portes plus loin et j'ai frappé. Elle a ouvert avec de la farine sur les mains, Emma jetant un coup d'œil derrière elle. « Marguerite, tout va bien ?» J'ai levé le bocal, me sentant ridicule. « Je ne peux pas. » Mes mains... Sarah a souri. Pas de pitié. Juste de la chaleur. Entre. Emma va te laver les mains pour le dîner. Madame Marguerite reste. Je ne... Si tu restes. Et c'était la 3e chose. La 3e chose, laisser les gens être utiles. J'avais passé toute ma vie à être celle sur qui les gens s'appuyaient. La mère, l'épouse, celle sur qui on peut compter. Et quelque part en chemin, j'avais décidé qu'avoir besoin d'aide était la même chose qu'être faible. Mais Sarah ne voyait pas les choses comme ça. Pour elle, je n'étais pas un fardeau. J'étais une voisine, quelqu'un avec qui elle pouvait échanger des services, quelqu'un qu'elle pouvait connaître. Elle a ouvert mon bocal. J'ai gardé Emma pendant qu'elle faisait des courses. Je n'étais pas son cas de charité. J'étais son amie. Et ça, c'était quelque chose dont je ne savais pas que j'avais faim. Parce que voici la vérité que la plupart des gens ne diront pas à voix haute. Être utile fait du bien. Être nécessaire fait du bien. Et quand vous laissez les gens vous aider, vous leur donnez aussi ce cadeau.
Pendant un moment, les choses semblaient gérables. J'avais mes étirements matinaux, mes listes sur le réfrigérateur, Sarah 2 portes plus loin. Je pensais avoir tout compris. Comment être vieille sans être impuissante? Comment avoir besoin de moins sans me sentir vide? Mais ensuite, octobre est arrivé. Et avec lui, le genre de froid qui s'installe dans vos os et ne part pas. Je me suis réveillée un jeudi matin et je ne pouvais pas me réchauffer. J'ai mis 2 pulls, fait du thé chaud, me suis assise près de la fenêtre où le soleil aurait dû entrer à flot, sauf que le ciel était gris et bas et lourd. Et je sentais rien, pas triste exactement, pas même seule, juste absente. Comme si je regardais ma propre vie de derrière une vitre, j'ai fait les gestes, fait mon lit, fait mes étirements, vérifié ma liste. Mais rien de tout ça ne signifiait quoi que ce soit. À midi, j'étais assise à la table de cuisine, fixant le mur, pensant à quoi bon. Pas de façon dramatique, juste, factuellement, à quoi bon rester forte si je n'avais nulle part où aller? À quoi bon rester organisée si chaque jour se ressemblait exactement? Je n'ai appelé personne, n'ai pas pleuré, ne me suis même pas sentie désolée pour moi-même. Je suis juste restée assise là. Et ça m'a fait plus peur que la chute ne l'avait jamais fait. Le lendemain matin, Sarah s'est présentée à ma porte avec Emma. « Marguerite, j'ai besoin d'une énorme faveur, dit-elle, l'air dépassé. Ma mère devait emmener Emma à la bibliothèque pour son projet scolaire, mais elle est malade et j'ai des réunions dos à dos et... Je ne peux pas, ai-je dit. Sarah a cligné des yeux. Oh, d'accord. Pas de problème, Je suis désolée. C'est juste que je ne peux pas aujourd'hui. J'ai fermé la porte avant de devoir voir la confusion sur son visage. Et puis je suis restée là dans mon couloir me détestant. Pas parce que j'avais dit non, mais parce que je n'avais pas de raison. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas occupée. Je n'en avais juste pas en moi. Cet après-midi-là, Emma a frappé. Pas Sarah. Emma. J'ai ouvert la porte, surprise. Elle tenait un livre de bibliothèque et un sac en papier. « Maman a dit que tu ne te sentais pas bien, dit-elle. Alors je t'ai apporté un biscuit. Il était enveloppé dans une serviette, aux pépites de chocolat, légèrement émietté. Je ne savais pas quoi dire. « Merci, ma chérie. » Elle m'a regardée avec ses yeux sérieux. « Tu es triste, Madame Marguerite ?» Je me suis accroupie pour être à son niveau. « Un peu. Moi aussi, parfois, dit-elle. Maman dit que c'est normal d'être triste. Il ne faut juste pas y rester. Et puis elle m'a tendu le livre. Celui-ci est vraiment bien. C'est à propos d'une tortue qui part à l'aventure. Je l'ai pris. Tu veux que je le lise? Elle a acquiescé. Ça aide. Après son départ, je me suis assise sur le canapé avec ce livre sur mes genoux. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai juste tenu. Ce petit livre de bibliothèque usé qui sentait le vieux papier et les mains d'autres personnes. Et j'ai pensé à ce qu'Emma avait dit. Il ne faut juste pas y rester. Elle avait raison. J'étais assise dans cet espace froid et gris depuis 2 jours, attendant qu'il se lève tout seul. Mais il n'allait pas le faire. Je devais me sortir moi-même. Alors j'ai ouvert le livre et j'ai lu l'histoire d'une tortue qui voulait voir l'océan. C'était un livre pour enfants. Simple. Mignon. Mais quelque part vers la page 12, j'ai réalisé que je souriais. Et c'était la 4e chose. La 4e chose. Une raison pour demain? Vous ne pouvez pas vivre uniquement de discipline. Étirez vos jambes chaque matin. Organisez vos pilules. Gardez votre maison en ordre. C'est la survie. Mais la survie n'est pas la même chose que vivre. Vivre nécessite quelque chose de petit à attendre avec impatience. Ça n'a pas besoin d'être grand. Ça n'a pas besoin d'être significatif pour quelqu'un d'autre que vous. Pour moi, cette semaine-là, c'était de finir le livre de la tortue d'Emma. La semaine suivante, c'était de le rendre à la bibliothèque et d'en choisir 2 autres. Puis c'était de commencer un puzzle que j'avais trouvé dans le placard. 1000 pièces. Des phares sur la côte de Bretagne. Je l'ai installé sur la table de la salle à manger et j'ai travaillé dessus 15 minutes par jour. Certains jours, je ne plaçais que 3 pièces. D'autres jours, je trouvais toute une section. Mais chaque matin, je me réveillais et je pensais, je me demande si je peux finir le ciel aujourd'hui. C'est tout. C'est tout ce qu'il fallait.
un livre de tortue. Un puzzle, une petite raison de sortir du lit qui n'était pas juste un devoir, parce que voici ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas vous faire honte pour avoir envie de vivre, mais vous pouvez vous y tromper. Une petite chose à la fois. En novembre, j'avais fini le puzzle et en avais commencé un autre. Je lisais un roman policier que Sarah m'avait prêté. J'avais même commencé à prendre un chemin différent lors de ma promenade matinale, juste pour voir le jardin d'une voisine dont j'avais entendu parler. Je me sentais plus légère, pas heureuse exactement, mais curieuse, et c'était suffisant. Puis mon fils David a appelé. « Maman, j'ai réfléchi, dit-il, dans ce ton prudent qu'il utilise quand il est sur le point de suggérer quelque chose que je n'aimerais pas. »« À quoi ?»« Au fait que tu sois dans cette maison toute seule. J'ai parlé à Suzanne et nous pensons que c'est peut-être le moment d'envisager certaines options. Options, résidence assistée, ou même juste une aide à domicile, quelqu'un qui pourrait prendre de tes nouvelles tous les jours. » Je me suis assise. Je n'ai pas besoin de ça. Maman, tu es tombée. Tu as dit à Léa que tu peux à peine ouvrir des bocaux. Qu'est-ce qui se passe si quelque chose de grave arrive et que personne n'est là? Alors je gérerai. Ce n'est pas réaliste. J'ai senti ma mâchoire se crisper. David, je ne vais pas aller dans un établissement et je ne vais pas engager quelqu'un pour me surveiller. Silence à l'autre bout. On s'inquiète juste, dit-il finalement. Je sais. Mais je vais bien. Vraiment? Je voulais dire oui, lui dire que j'avais tout sous contrôle. Mais la vérité, c'est que non. Je gérais, je survivais. Mais j'étais aussi terrifiée qu'une mauvaise semaine, une chute, un moment d'oubli puisse tout défaire. J'y travaille, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que David avait dit, à ce qui se passerait si quelque chose de grave tournait mal. Et j'ai réalisé qu'il avait raison sur une chose. J'avais besoin de plus que juste des routines et des puzzles. J'avais besoin d'un plan, pas pour mourir, pour vivre, pour m'assurer que peu importe ce qui arrivait, peu importe qui se manifestait ou non, je pouvais encore prendre soin de moi. Alors le lendemain matin, je me suis assise et j'ai noté tout ce dont j'avais peur. Retomber, oublier quelque chose d'important, manquer d'argent, tomber malade, perdre mon indépendance. Puis j'ai noté ce que je pouvais contrôler pour chacune. Et c'est là que la 5e chose est devenue claire. La 5e chose, connaissez vos non négociables. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler ce sur quoi vous ne transigez pas. Pour moi, c'était ceci. Je ne laisserai pas la peur me rendre plus petite. Je ne cesserai pas de marcher parce que je pourrais tomber. Je ne cesserai pas de lire parce que je pourrais oublier. Je ne cesserai pas de vivre dans ma propre maison parce que ce serait gênant pour quelqu'un d'autre. C'était mes non négociables. Tout le reste, flexible. Si j'avais besoin d'aide pour ouvrir des bocaux, d'accord. Je demanderais à Sarah. Si j'avais besoin d'un système pour mes médicaments, d'accord. J'en créerais un. Mais je n'abandonnerais pas les choses qui faisaient de moi juste parce que j'étais vieille. Cette clarté, cette ligne dans le sable, elle m'a donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Du pouvoir. Pas sur le temps, pas sur mon corps, mais sur mes choix. J'ai commencé à tenir un carnet après ça. Pas un journal intime, exactement. Juste un endroit pour réfléchir sur papier. J'ai noté mes non négociables, mes routines quotidiennes. Les choses qui aidaient et celles qui n'aidaient pas. J'ai écrit sur Sarah et Emma. Sur le livre de la tortue, sur le puzzle. J'ai écrit sur les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante et celles dont j'avais encore peur. Et un soir, j'ai écrit quelque chose que j'évitais depuis des années. J'aurais aimé faire ça plus tôt. Pas le carnet, pas les routines. La réflexion, faire attention à ce dont j'avais réellement besoin au lieu de juste réagir à ce que tout le monde voulait de moi. Parce que pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été tellement occupée à être utile que j'avais oublié d'être intentionnelle. Et maintenant, à 83 ans, j'apprenais enfin. Quelques semaines plus tard, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire.
Je me suis assise à ma table de cuisine avec mon carnet, une tasse de thé et ma vieille machine à écrire, celle que Richard m'avait achetée en 1971 et que j'avais à peine touchée depuis, et j'ai commencé à écrire. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour le sortir. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Comment rester debout quand votre corps commence à faillir? Comment construire une vie qui ne dépend pas de quelqu'un qui se manifeste? Comment être vieille sans être invisible? Je ne prévoyais pas de le partager. C'était juste pour moi. Mais ensuite Sarah l'a vu un après-midi quand elle est passée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en ramassant une page. « Rien, juste des notes. » Elle a lu quelques lignes, puis m'a regardée. « Marguerite, c'est magnifique. As-tu déjà pensé à... » « Non. Mais les gens ont besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ma mère a besoin de ça. » J'ai secoué la tête. Ce n'est pas... Je ne suis pas écrivaine. Tu n'as pas besoin de l'être. Tu dois juste être honnête. Ça m'a pris 3 mois pour finir. Et quand j'ai eu fini, je ne savais pas quoi en faire. Je l'ai montré à Emma, qui a dit que ça lui faisait penser différemment à grand-mère. Je l'ai montré à Sarah, qui a pleuré, puis m'a fait promettre de la laisser l'envoyer à des gens. Et finalement, je me suis permis de le mettre dans le monde. Je l'ai appelé le Code de la liberté, pas parce que c'est un grand manifeste, mais parce que c'est ce que c'est pour moi. Un ensemble de règles discrètes que je suis et qui me gardent libre. Libre de la peur, libre d'attendre, libre de rétrécir. C'est tout ce que j'ai écrit dans ce carnet, tout ce que j'ai appris à la dure, sur rester indépendante, sur construire des systèmes, sur connaître ce sur quoi on ne transige pas et le protéger férocement. Je l'ai finalement publié en numérique il y a quelques semaines, et je vais être honnête, j'ai failli ne pas le faire. Je n'arrêtais pas de penser, qui suis-je pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit? Mais ensuite, j'ai commencé à recevoir des messages d'une femme nommée Claire qui a dit que ça l'avait aidé à arrêter de s'excuser de prendre de la place. D'un homme nommé Robert qui a dit que ça lui avait donné la permission de demander de l'aide sans se sentir honteux. De quelqu'un nommé Juin qui a dit « Je n'avais pas réalisé que j'attendais que mes enfants me sauvent jusqu'à ce que je lise ceci. » Le lien est dans le commentaire épinglé si vous voulez le lire. Je vais peut-être le retirer. Je me sens encore timide à propos de mon écriture, mais pour l'instant, il est là. Ce n'est pas long, ce n'est pas sophistiqué. Mais c'est vrai. Et si vous êtes comme moi, essayant de comprendre comment rester vous-même pendant que tout autour de vous change, ça pourrait aider. Après avoir fini le livre, quelque chose a changé. Pas dans mes circonstances. Celles-là étaient les mêmes, mais dans la façon dont je les portais. J'ai arrêté d'attendre que mes enfants appellent plus souvent. J'ai arrêté de me sentir coupable d'avoir besoin d'aide. J'ai arrêté de mesurer ma valeur par le peu que je demandais aux autres et j'ai commencé à construire quelque chose de plus solide. Mais il y avait encore une chose que je devais apprendre et elle est venue sous la forme d'un appel téléphonique auquel je ne voulais pas répondre. C'était Léa. « Maman, dit-elle, sa voix tendue. On doit parler de Thanksgiving. » Mon estomac s'est retourné. « De quoi? » « Je ne peux pas recevoir cette année. Et la maison de Suzanne est trop petite. Alors on pensait, oh peut-être qu'on pourrait juste le sauter. Sauter Thanksgiving? Pas sauter. Juste ne pas faire le grand truc familial. Tout le monde est tellement occupé et je ne l'ai pas laissé finir. C'est bien, ai-je dit. Je comprends. Tu n'es pas fâché? Non. Et je ne l'étais pas. Parce que quelque part dans les derniers mois, j'avais arrêté de m'attendre à ce qu'il se manifeste comme avant. J'avais arrêté d'en avoir besoin. Thanksgiving est arrivé. Je ne l'ai pas passé seule. Sarah m'a invitée. Emma a fait des marque-places. Nous avons mangé de la dinde et de la purée de pommes de terre et de la tarte à la citrouille, et ce n'était pas triste. C'était différent, mais c'était bien. Et ce soir-là, assise sur mon canapé avec les lumières éteintes et la maison à nouveau silencieuse, j'ai réalisé la 6e chose. La 6e chose, lâcher l'image. Pendant des années, j'avais cette image dans ma tête de ce à quoi ma vie était censée ressembler. Mes enfants rassemblés autour de ma table, des petits-enfants qui rient,
Moi au centre, encore nécessaire, encore indispensable. Mais cette image, elle me tuait. Parce que chaque fois que la réalité ne correspondait pas, je me sentais comme si j'échouais. Mais je n'échouais pas. Je vivais juste une histoire différente de celle que j'avais imaginée. Et une fois que j'ai lâché cette image, une fois que j'ai arrêté de mesurer ma vie à un standard imaginaire, j'ai finalement pu voir ce que j'avais. Une voisine qui s'en souciait. Une petite fille qui m'apportait des biscuits. Un puzzle sur ma table. Un livre que j'avais écrit. Une vie qui était petite, oui. Mais aussi mienne. Décembre est venu tranquillement. Les jours étaient courts et froids, le genre de froid qui fait craquer votre maison la nuit et embue la fenêtre de la cuisine le matin. J'allais bien, mieux que bien en fait. J'avais mes routines, mon puzzle, mes promenades avec Emma après l'école quand Sarah avait besoin d'aide. J'avais même commencé un deuxième livre, rien de formel, juste des pensées que je collectais sur ce que signifie vieillir sans devenir invisible. Et puis 2 semaines avant Noël, je suis tombée malade. Ça a commencé par une toux, rien de grave. Mais au 3e jour, je ne pouvais pas sortir du lit sans me sentir étourdie. J'ai essayé de passer outre. Je me suis fait du thé, j'ai fait mes étirements assises. Mais au 4e jour, je savais que j'avais besoin d'aide. J'ai appelé Sarah. Pas de réponse. J'ai réessayé 1 heure plus tard. Toujours rien. J'ai appelé David. Messagerie vocale. Léa, messagerie vocale. Suzanne, messagerie vocale. Je me suis assise au bord de mon lit, le téléphone sur mes genoux, et j'ai pensé, c'est ça. C'est le moment contre lequel tout le monde m'a mise en garde. Seule, malade, incapable de joindre qui que ce soit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti cette vieille panique rampante. Et si quelque chose arrive? Et si je ne peux pas me lever demain? Et si... Je me suis arrêtée, j'ai pris une respiration. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis demandé, de quoi ai-je réellement besoin maintenant? Pas de quoi j'avais peur, pas de ce qui pourrait arriver. De quoi avais-je besoin maintenant, dans ce moment? La réponse était simple, de l'eau, de la soupe, du repos. Je pouvais faire ça. Je me suis levée lentement en me tenant au mur. Je me suis dirigée vers la cuisine. J'ai ouvert une boîte de soupe au poulet et aux nouilles. Je l'ai chauffée sur la cuisinière. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai pris mes médicaments. Puis je suis retournée au lit et j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, il faisait noir dehors. Il y a eu un coup à la porte. C'était Sarah, tenant un sac d'épicerie et l'air inquiète. « Marguerite, je suis tellement désolée. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture tout l'après-midi et je viens de voir tes messages. Tu vas bien ?» J'ai acquiescé. « Je vais bien. Juste un rhume. Tu n'as pas l'air d'aller bien. As-tu mangé ?»« De la soupe. »« Quand ?»« Ce matin. »« Oh, peut-être hier. Je ne suis pas sûre. » Elle n'a pas attendu la permission. Elle est juste entrée, a posé le sac sur le comptoir et a commencé à déballer. Oranges, soda au gingembre, crackers, un contenant de soupe au poulet maison. « Sarah, tu n'avais pas à... » « Je sais. Mais je voulais. » Elle a réchauffé la soupe, m'a apporté un bol et s'est assise avec moi pendant que je mangeais. Et puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. « Tu sais, tu as le droit d'avoir besoin des gens, Marguerite. » Je l'ai regardée. « J'ai besoin des gens. » « Non, tu laisses les gens t'aider. C'est différent. Tu agis encore comme si avoir besoin d'aide était un échec. » Je ne savais pas quoi dire. Parce qu'elle avait raison. Même après tout ce que j'avais appris sur les systèmes, sur demander de l'aide, sur lâcher prise, j'essayais encore de tout faire seule, encore en train de prouver que je pouvais gérer, encore effrayée qu'avoir besoin de quelqu'un signifie que je n'étais pas assez. Sarah est restée 1 heure, s'est assurée que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Avant de partir, elle s'est retournée à la porte. « Tu n'es pas un fardeau, Marguerite, tu es mon amie. » Et les amis prennent soin les unes des autres. Après son départ, je suis restée assise dans le silence pendant longtemps. Et j'ai pensé à quelque chose que je ne m'étais pas permis de penser depuis des années. Il y avait eu un été autrefois, 1974. J'avais 32 ans, mariée à Richard depuis 10 ans, élevant 3 enfants avec 2 autres en route.
Nous rendions visite à ma sœur Jeanne dans une maison au bord d'un lac qu'elle avait loué dans le nord. Et il y avait un homme là, un ami du mari de Jeanne. Il s'appelait Arthur. Il n'était pas beau, pas charmant, mais il remarquait les choses. Un après-midi, j'étais assise sur le quai, les pieds dans l'eau, regardant les enfants barboter. Arthur s'est assis à côté de moi. « Tu as l'air fatigué, dit-il. Pas comme une critique, juste une observation. Je le suis, ai-je dit. Et puis, avant de pouvoir m'arrêter, je suis fatiguée tout le temps. Il n'a pas essayé de réparer. Il ne m'a pas dit que ça irait mieux. Il a juste dit « ça a l'air difficile ». Et j'ai commencé à pleurer. Là, sur le quai, devant cet étranger, j'ai pleuré. Parce que personne ne m'avait dit ça depuis des années. Pas « tu devrais te reposer plus ». Pas « c'est juste la maternité ». Juste « ça a l'air difficile ». Arthur m'a tendu son mouchoir. Il n'a rien dit d'autre. C'est juste assis avec moi pendant que je pleurais. Je ne l'ai jamais revu après cet été. Mais je pense à lui parfois. Pas parce que je l'aimais, mais parce qu'il m'a vue quand j'étais devenue si douée pour être invisible. Assise dans mon salon ce soir de décembre, malade et seule et âgée de 83 ans, j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé toute ma vie à être Arthur pour les autres. À les voir, à m'asseoir avec eux. À dire ça a l'air difficile quand ils avaient besoin de l'entendre. Mais je n'avais jamais laissé personne faire ça pour moi. J'avais eu tellement peur d'être vue comme faible, nécessiteuse, trop, que je m'étais rendue petite. Et ce faisant, j'avais privé les gens qui m'aimaient de la chance de m'aimer comme j'en avais besoin. C'était la 7e chose. La 7e chose, laissez-vous être porté, pas physiquement, pas même toujours littéralement, mais émotionnellement. Laissez les gens vous voir quand vous luttez. Laissez-les vous apporter de la soupe. Laissez-les s'asseoir avec vous en silence. Laissez-les dire ça a l'air difficile et ne pas essayer de réparer. Parce que voici la vérité contre laquelle j'ai lutté pendant 80 ans. Vous n'êtes pas faible d'avoir besoin des gens. Vous êtes humaine. Et les gens qui vous aiment, ils ne veulent pas que vous soyez invincible. Ils veulent que vous soyez vrai. Le lendemain matin, je me sentais mieux. Pas complètement guérie, mais plus forte. Je me suis levée, j'ai fait mon thé, j'ai fait mes étirements. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai envoyé un texto à Sarah. Merci pour hier. J'en avais plus besoin que je ne l'ai dit. Elle a répondu immédiatement, n'importe quand. Je suis sérieuse. Puis j'ai appelé Léa. Maman, tu vas bien? Je vais bien. Je voulais juste te dire. J'étais malade cette semaine. Rien de grave. Mais j'ai réalisé que je ne te dis jamais quand je lutte parce que je ne veux pas que tu t'inquiètes. Silence. Et je pense que ça a rendu les choses plus difficiles pour nous deux, ai-je continué. Parce que tu penses que je vais bien et je pense que tu ne te soucies pas. Mais aucune de ces choses n'est vraie. Sa voix s'est brisée. Maman? Je me soucie. Je ne sais juste pas comment aider sans te faire sentir que je prends le contrôle. Je sais, moi aussi. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Pas de solution. Juste, honnêtement. Et quand nous avons raccroché, quelque chose semblait différent. Plus léger. Noël est arrivé. Léa m'a invitée. Juste elle et sa famille. Petit. Tranquille. Suzanne a appelé. David a envoyé des fleurs. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Et le soir de Noël, de retour dans ma propre maison, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la neige tomber. J'ai pensé à tout ce que j'avais appris dans la dernière année, que mon corps écoute encore si je lui parle, qu'un système simple vaut mieux qu'un esprit vif, que laisser les gens aider n'est pas une faiblesse, c'est une connexion, que j'ai besoin d'une raison pour demain, même si c'est juste un puzzle, que connaître mes non négociables me donne du pouvoir, que lâcher l'image me permet de voir ce que j'ai réellement, et que me laisser être portée émotionnellement, pratiquement, honnêtement, ne me rend pas petite, ça me rend humaine. Ces 7 choses, elles ne sont pas tape à l'œil. Elles ne sont pas un remède au vieillissement ou à la solitude ou à la peur, mais elles sont solides. Elles me soutiennent quand la famille ne peut pas ou ne veut pas. Elles me rappellent que je suis toujours là, toujours capable, toujours digne, pas parce que je suis indépendante, mais parce que j'ai appris à bien dépendre.
Vous savez, je pensais que la force signifiait ne pas avoir besoin de qui que ce soit. Mais j'avais tort. La force, c'est savoir ce dont vous avez besoin et construire une vie autour de ça. La force, c'est demander de l'aide et l'accepter sans honte. La force, c'est se réveiller chaque jour et choisir de continuer, même quand c'est dur, même quand vous êtes fatigué, même quand personne ne regarde. J'ai 83 ans. Je vis seule dans une maison qui craque. Mes enfants appellent parfois. Ma voisine m'apporte de la soupe. Une petite fille m'apporte des biscuits. Et j'ai 7 choses qui me soutiennent quand rien d'autre ne le fait. Je les ai toutes notées dans le Code de la liberté. Pas parce que je pense avoir toutes les réponses, mais parce que j'ai passé trop d'années à avoir peur d'admettre que je les cherchais. Si vous êtes toujours là, toujours à écouter, toujours en train d'essayer de comprendre comment rester debout quand tout autour de vous bouge, peut-être que ça vous aidera aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Je vais peut-être le retirer bientôt parce que je me sens encore timide de mettre mes mots là-bas comme ça. Mais pour l'instant, il est là si vous en avez besoin. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, de m'avoir laissé vous dire ces choses, d'avoir écouté comme si elles importaient. Parce que peut-être, juste peut-être, vous aviez besoin de les entendre autant que j'avais besoin de les dire. Si cela a signifié quelque chose pour vous, j'espère que vous laisserez un commentaire. Dites-moi laquelle de ces 7 choses vous travaillez, ou laquelle vous a fait peur, ou laquelle vous aviez le plus besoin. Je lis chacun d'entre eux, et je suis reconnaissante pour chacun de vous. Si vous voulez vous asseoir avec moi à nouveau, abonnez-vous. Je serai là. Et souvenez-vous, avant de partir, si vous voulez lire plus, si vous voulez l'histoire complète, cliquez sur ce lien dans le commentaire épinglé maintenant. N'attendez pas. Je pourrais perdre mon courage et le retirer. À la prochaine fois. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et vous n'êtes pas seule.